Bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous allons bientôt commencer. Alors, je vais donc commencer le, par reprendre les éléments du, du cours que je vous avais déposé sur le site internet, hein. Donc je vais reprendre en allant relativement vite, mais l'essentiel des éléments. Et puis ensuite, donc on corrigera le sujet blanc d'examen que je vous ai donné, qui est donc fait sur le modèle de l'examen final, hein. Ce sera exactement la même chose, mais avec un autre texte et évidemment d'autres questions. Alors, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Voilà. Alors, je m'étais arrêté juste avant l'adjectif, donc je donne ici quelques rappels sur l'adjectif qui sont des choses tout de même très simples et relativement connues. Bon, tout d'abord, du point de vue de sa définition, c'est simplement donc une qualité, une propriété du nom auquel l'adjectif se rapporte, qu'il s'agisse d'un adjectif, épithète ou attribut. Donc je rappelle ces deux définitions, épithète, attribut, et puis l'adjectif apposé. Alors une petite remarque sur la fonction apposition. Hein. La position, elle, elle est à la fois dans et hors du groupe nominal, hein. C'est pour cette raison qu'on parle non pas d'une expansion du groupe nominal, dans le cas de la position, mais d'une expansion au groupe nominal. Alors par exemple, dans la phrase cette avocate remarquable, virgule, exaspérée, virgule, quitta le tribunal, exaspérée fait bien partie de l'ensemble du groupe nominal cette avocate remarquable, exaspérée, hein. On peut dire que tout ça, c'est un groupe nominal. Et exaspérée peut être considéré comme une expansion au groupe nominal, cette avocate remarquable, hein. Et cette expansion, évidemment, elle ne va pas réduire l'extension du nom, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec la distinction entre extension et extensité. Bon. Alors évidemment, il y a d'autres descriptions linguistiques plus techniques, plus précises, hein, qui parlent de prédication seconde, mais on n'a pas besoin pour la grammaire scolaire de ce niveau de cette notion. Peut être de fonction à position soit un adjectif ou un groupe adjectival, soit un nom ou un groupe nominal. Ou bien encore, bien sûr, une proposition subordonnée relative lorsqu'elle est adjective. Et puis, notez au passage ce qu'on appelle le complément de l'adjectif, par exemple de son vélo, dans il est fier de son vélo. Bon, pour le pronom, c'est là aussi, je n'ai pas grand-chose à dire, ce sont des choses tout à fait élémentaires, hein. Les pronoms, bon, dans une première étape, on introduit la notion de pronom à partir uniquement du pronom personnel, hein. Et puis on examine les différentes fonctions du pronom personnel. On rappelle les deux types de fonctionnement, c'est-à-dire avec les pronoms déictiques du type je, te, enfin première, deuxième personne, je, tu, qui renvoient à des acteurs de l'interlocution, par opposition aux autres pronoms qui renvoient à des éléments antérieurement présents dans le discours, donc qui fonctionnent par anaphore. Euh, oui, une petite remarque sur le pronom on, hein, pronom indéfini qu'on peut utiliser à la place d'un pronom personnel comme un équivalent de nous, hein. Nous mangeons, on mange. Euh, une petite remarque aussi sur ce en et i, hein, qu'on appelle des pronoms adverbiaux, qui sont en fait des pronoms personnels qui incluent une préposition. Elle en parle, ça signifie, par exemple, elle parle de cela. Le en inclut de. Vous voyez, elle y pense, elle pense à cela.
le i inclut le a. Donc en fait, la préposition a. Donc en et i sont des pronoms personnels qui incluent une préposition. Un peu, si vous voulez, d'une manière comparable à l'article défini contracté, qui inclut une préposition. Donc comme je le disais tout à l'heure, les deux emplois majeurs du pronom personnel, c'est ou bien on représente un acteur de l'interlocution, ou bien on a un substitut du groupe nominal. Pour le verbe, évidemment, ce qui est compliqué, un peu long dans le verbe, c'est l'analyse des valeurs, des modes et des temps. Mais là, on se contente pour l'instant simplement de l'identification des formes verbales et de leur description. Donc on a toujours un radical et des désinences qui varient selon le mode, le temps, l'aspect. Dans les tout premiers niveaux, enfin, je veux dire, à vrai dire, ça vaut surtout pour le français langue maternelle, mais la façon la plus facile de définir le verbe, plutôt qu'entrer dans des définitions compliquées, c'est de dire que le verbe, c'est le mot qui se conjugue. Parce que les élèves, en général, savent ce que signifie la conjugaison d'un verbe, tout au moins on leur apprend très vite. On leur donne l'ensemble des formes, je ne sais pas moi, du verbe manger, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Ils comprennent que ça, c'est la conjugaison, qu'on peut faire pareil avec je chante, etc. Donc ils comprennent ce que c'est que la conjugaison, très facilement. Et bien ensuite, il suffit de dire le verbe, c'est le mot qui se conjugue. Bon, et puis ils voient bien qu'on ne peut pas, avec un mot comme maison, on ne peut pas dire je maison, tu maison, il maison. Bon, voilà. Donc c'est vraiment la façon la plus élémentaire de reconnaître ce qu'est un verbe, une forme verbale. Évidemment, en français, comme dans beaucoup de langues, on a des variations entre les nombres de radicaux. Ce sont les nombres de radicaux ont changé dans l'histoire du français. On a une plus ou moins grande complexité. Alors vous voyez, pour beaucoup de verbes, on a un seul radical, comme pour chanter, parfois deux radicaux, comme pour lire, et puis dans certains cas, on a plus de radicaux. Alors vous voyez qu'en fait, on a un grand nombre de radicaux dès que on est dans des verbes très fréquents, comme les auxiliaires, ou comme des verbes comme savoir, pouvoir, etc. Bon, dans une forme verbale, on a le radical. Par exemple, dans il chantait, A-I-E-N-T, on a chante, C-H-A-N-T, qui est le radical. La désinence, c'est l'ensemble donc des morphèmes qui s'accrochent au radical. Et puis ensuite, la désinence, on peut la décomposer avec une marque de temps. Par exemple, dans A-I-E-N-T, on a A-I, la marque de temps, qui est la marque de l'imparfait. Et puis E-N-T, qui va être la marque de personne, la marque de la troisième personne du pluriel, qu'on va retrouver au présent, par exemple. Et puis donc, en plus, il y a des marques de mode, par exemple 2S pour le subjonctif dans que je finisse. On classe typiquement les verbes en trois groupes. Bon, à vrai dire, c'est surtout le premier qui se distingue des autres et qui est évidemment le groupe le plus vaste. C'est là où il y a le plus grand nombre de verbes en français. Il faut remarquer aussi que c'est le groupe le plus vivant. Quand on crée des verbes nouveaux, ils sont toujours du premier groupe quasiment, sauf de très rares exceptions, comme par exemple quand on a créé allunir pour atterrir, si j'ose dire, sur la Lune. On a fabriqué un verbe en ir, mais la plupart du temps, on fait des néologismes avec les verbes du premier groupe. Bon, donc en fait, cette distinction deuxième groupe, troisième groupe, elle est contestée parfois en disant que ça ne sert à rien de décomposer les deux. En gros, il y a le premier groupe et les autres. Mais bon, si on veut, on peut les distinguer quand même, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, ce sont des exemples. Alors, modes et temps, je ne veux pas... je me contente simplement de décrire, parce que tout ce qu'on vous demande pour l'instant, c'est de savoir identifier les formes verbales. Donc, savoir reconnaître un infinitif, un participe présent, un participe passé, et puis un passé simple, un futur, etc. Bon. Mais pas, donc on n'a pas le temps matériel cette année d'entrer dans le détail de l'analyse des différentes valeurs des temps. Donc on distingue d'abord les modes non personnels et non temporels, qui sont donc ce qu'on appelle aussi le mode quasi-nominal, donc infinitif participe, avec participe présent et participe passé. Puis ensuite les modes personnels,
donc qui ont la personne, hein, je, tu, il, etc., qu'on n'a pas évidemment dans les modes non personnels. Mais à l'intérieur des modes personnels, il y a des modes temporels et des modes non temporels. Alors pourquoi on dit temporel et non temporel? Ben, tout simplement parce que dans le mode temporel, qui est donc l'indicatif, hein, il existe une séparation d'espace, une distinction dans l'espace entre passé, présent et futur. Euh, je veux dire, par exemple, si vous dites je marchais, ça veut dire je marche, l'action de marcher, elle a eu lieu dans le passé. Je travaillerai demain, l'action de travailler, elle aura lieu dans le futur. Bon, cette distinction passé, présent, futur, elle n'existe que à l'indicatif, en fait. Au subjonctif ou à l'impératif, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Hein. Même si dans le nom des modes, il y a par exemple subjonctif présent, subjonctif passé. Ces termes de présent et de passé sont complètement, si vous voulez, démotivés. Hein. C'est juste des étiquettes qui ne signifient pas présent ou passé. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous dites je regrette qu'ils viennent, ou j'espère que, enfin, je souhaite qu'ils viennent plutôt, je souhaite qu'ils viennent. L'idée de souhait, enfin, certes, oriente vers le futur, mais ça n'indique pas du tout que l'événement a lieu dans le futur ou aura lieu dans le futur. On ne sait pas si je souhaite qu'il vienne, c'est un souhait. On ne sait pas si l'événement de venir, dans je souhaite qu'il vienne, aura lieu ou pas. Donc l'événement, il n'a ni lieu dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, c'est un pur souhait. Bon. Donc c'est pour ça qu'on parle de mode non temporel. Mais les étiquettes grammaticales héritées de la tradition sont subjonctifs présents. Bon, ben, d'accord, mais ça s'appelle subjonctif présent, mais ça n'a rien à voir avec l'époque présente. Donc, mode non temporel pour subjonctif et impératif, et mode temporel pour l'indicatif. Et puis, à l'indicatif, donc, on va distinguer les temps simples, présent, imparfait, futur, passé simple, conditionnel, présent, et puis les temps composés, avec l'auxiliaire conjugué au temps simple correspondant. Donc le passé composé, c'est le temps composé avec l'auxiliaire au présent. Le plus que parfait, c'est le temps composé avec l'auxiliaire à l'imparfait. Le passé intérieur, le temps composé avec l'auxiliaire au passé simple. Le futur antérieur avec l'auxiliaire au futur. Et le conditionnel passé avec l'auxiliaire au conditionnel présent. Je rappelle aussi que le conditionnel est bien un temps d'indicatif, hein, contrairement à ce qu'on lit parfois. Bon, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein, je veux dire, les linguistes sont tous d'accord. L'inconditionnel est un temps d'indicatif. En français, en tout cas. Hein, il y a d'autres langues où ce n'est pas forcément le cas, mais en français, c'est comme ça. Et donc, ça vous donne ça hein, comme liste des temps simples et des temps composés à l'indicatif. Au subjonctif, on distingue aussi des temps simples et des temps composés. Et puis, on distingue présent et imparfait. Pour les temps simples, hein, présent, il faut qu'elle fasse un effort, imparfait, il fallait qu'elle fît un effort, temps composé au passé, je regrette qu'elle ait fait cette erreur, au plus que parfait, je regrettais qu'elle eût fait cette erreur. Donc, et puis ensuite, vous avez l'impératif. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de questions linguistiques intéressantes qui se posent sur le fait de savoir à quel moment je mets un subjonctif, quelle différence je fais entre je cherche une maison qui a des volets verts, et je cherche une maison qui ait des volets verts. Bon, tout ce qui concerne ce problème, à vrai dire tout à fait passionnant, de la valeur des temps et des modes, on le laisse de côté pour l'instant, puisqu'on est simplement ici dans les questions d'identification des formes grammaticales. Donc on se contente de se dire, voilà, à quel temps, mode appartient cette forme verbale, sans m'interroger sur le sens, donc sur la dimension sémantique, la valeur sémantique du temps ou du mode. Les adverbes, alors les adverbes c'est une catégorie un peu compliquée, c'est un peu fourre-tout. Hein. On a évidemment les adverbes en français, une grande classe importante des adverbes, c'est les adverbes de manière en ment, hein, gentiment, rapidement, etc., qui sont fabriqués sur le féminin de l'article en général. Le féminin de l'article, pardon, le féminin de l'adjectif.
Bon, ça ne se voit pas tellement pour rapidement, mais si vous prenez léger, légèrement, vous voyez qu'on part de léger, on met au féminin légère et on fait la suffixation en ment légèrement. Bon. Donc ça, ce sont des adverbes qui appartiennent à la catégorie des mots lexicaux, hein, ces adverbes de manière en ment du français. Mais il y a toutes sortes d'autres adverbes, hein. Les adverbes de négation, ne pas, les adverbes de temps, comme maintenant, hier, bientôt, des adverbes de lieu, des adverbes interrogatifs. Bon, voilà. Donc c'est assez difficile d'avoir une description linguistique précise de l'adverbe. On peut le caractériser simplement par le fait qu'il est incident ou il se rapporte à des types de mots bien précis. Hein. L'adverbe ne peut jamais se rapporter directement au nom. Il se rapporte au verbe ou à l'adjectif ou à un autre adverbe. Hein. Ou alors, encore une phrase entière quand il s'agit d'un complément circonstanciel. Donc vous avez ces 4 possibilités qui sont indiquées ici. Hein. L'adverbe est un mot invariable qui peut se rapporter à un verbe. Elle agit fermement, à un adjectif, une écriture peu lisible, donc peu adverbe qui se rapporte à l'adjectif lisible. Un autre adverbe, elle travaille très sérieusement, donc vous avez l'adverbe de manière sérieusement, et puis un autre adverbe très d'intensité qui modifie sérieusement, ou bien une phrase comme aujourd'hui je travaille. Donc, les adverbes comme les adverbes en ment, ou un adverbe comme aujourd'hui, maintenant, bon, ont un sens lexical assez stable, donc on peut les considérer comme des mots lexicaux. Mais très ou si, hein, qui sont des adverbes d'intensité, sont très proches au fond des mots grammaticaux. Il y a une hésitation dans le cas des adverbes entre mots lexicaux, mots grammaticaux. Les prépositions, eh bien, ce qu'il convient surtout de retenir, c'est qu'elles introduisent des groupes prépositionnels. Donc, souvent, comme indiqué ici, des groupes nominaux prépositionnels. Hein, groupe nominal prépositionnel, complément du nom, complément d'objet indirect, complément circonstanciel, complément de l'adjectif. Ah, pardon, il y a une coquille, là, j'ai mis complément de m'adjectif. Mais on peut avoir aussi des groupes pronominaux prépositionnels, hein, des prépositions qui introduisent un pronom, des groupes adverbiaux, prépositionnels, etc. Pour les conjonctions, vous connaissez cette distinction entre conjonction de coordination et conjonction de subordination. Hein, les conjonctions de coordination, attention, il y avait cette liste autrefois, mais où est donc Ornicart, mais le donc, on s'est quand même aperçu, pour toutes sortes de raisons, qu'il est quand même beaucoup plus à sa place parmi les adverbes. Tout simplement parce qu'une conjonction de coordination, par exemple, ne peut jamais être mise en fin de phrase. Hein, vous voyez, un ou, un est, vous pouvez pas, mais vous ne pouvez pas le mettre en fin de phrase. Alors que donc peut très bien terminer une phrase. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout comme une conjonction de coordination. Et puis les conjonctions de subordination, c'est celles qui introduisent les subordonnés qu'on examinera donc plus en détail lorsque on verra la subordination. Donc à ce stade, on a vu, alors j'ai un petit peu parcouru rapidement, mais je vous l'avais dit, ce sont des choses relativement connues. On a parcouru l'ensemble de ces notions, hein. Les fonctions, sujet, complément, CO, complément d'objet, complément circonstanciel, complément d'objet, attribut. Il faut ajouter l'attribut du COD, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup parlé. Attribut du COD qu'on aura dans des structures comme ils l'ont élu président, où ils ont élu Pierre président, ou président dans une phrase comme ils ont élu Pierre président, président a à l'égard de Pierre une relation attributive, enfin une sorte de relation exactement comme un attribut, sauf que ici Pierre est COD, hein, ils ont élu Pierre président. C'est un cas un peu de toute façon un peu marginal, enfin pas marginal, mais je veux dire que c'est vraiment une chose un petit peu compliquée qu'on n'est absolument pas obligé d'introduire dans les classes de FLE pour faire de la grammaire du français. Hein. Je veux dire, certes, c'est une fonction qui décrit un aspect du français, mais on n'en a vraiment pas besoin dans les apprentissages grammaticaux de base, à mon avis, ou tout au moins.
Bon, et puis ensuite les différentes natures de mots avec leurs caractéristiques, et puis donc la phrase avec la notion de phrase simple, de phrase complexe, les types et les formes de phrases. Voilà. Alors il nous reste un dernier point à aborder pour achever le contenu du cours de ce semestre, c'est la subordination. Alors donc, normalement vous l'avez lu aussi, donc je vais parcourir un peu rapidement et ensuite de toute façon je répondrai à vos questions si vous en avez, si vous avez besoin donc de compléments, d'explications sur ces notions. Donc on a 4 grands types de subordonnés. Alors bon, c'est la solution, bien sûr, hein, vous l'aurez compris, je prend comme base ici la terminologie qui est diffusée par le ministère. Il existe évidemment d'autres types de classement des subordonnés. Hein. Ça fait partie des sujets pour lesquels il peut y avoir un certain nombre de différences. Mais au fond, là, ce sont vraiment des différences d'étiquetage. Hein. Il n'y a pas de différence fondamentale dans la description. À peu près tout le monde est d'accord sur ce que c'est qu'une complétive, une circonstancielle, une relative, etc. Simplement, parfois, certains auteurs préfèrent un nom plutôt qu'un autre, mais il n'y a pas d'enjeu théorique la plupart du temps là-dessous. La plupart du temps. Hein. Donc, on distingue 4 grands types de subordonnés en prenant pour base, en fait, de l'analyse, le mot subordonnant, enfin l'outil de subordination. Donc la première grande distinction, c'est est-ce qu'il y a un outil de subordination ou pas dans la subordonnée. Bon. Donc ça distingue les 3 premiers types, complétif, circonstanciel, relatif, pour lesquels il y a bien un outil de subordination, du 3e type, qui sont les subordonnés sans conjonction de subordination. Une fois, donc ces 3 catégories, complétive, circonstancielle et relative, se distingue donc en fonction des propriétés de l'outil de subordination. Donc dans les complétives, le subordonnant, ça va être que ou si, c'est un pur mot grammatical. Hein. Le sens du mot que, vous voyez, c'est un sens grammatical extrêmement abstrait. Le sens du mot si, dont je me demande s'il va faire beau, c'est juste, ça introduit la subordonnée, mais on ne peut pas dire que ou si ont un sens assignable, donnent une indication sur la relation entre la principale et la subordonnée. Hein. Donc dans la complétive, le mot subordonnant est un pur outil grammatical dont le sens est très abstrait, hein, très grammatical si j'ose dire. Alors que dans les circonstanciels, le mot subordonnant, c'est bien aussi un outil de subordination, mais le mot subordonnant, il a une valeur sémantique. Hein. Le mot subordonnant, il va porter une indication de cause, si c'est parce que, une indication de temps, si c'est quand, ou si c'est pendant que, etc. etc. Donc, cette indication sémantique qui est véhiculée par la conjonction de subordination, elle vous indique le lien de sens entre la principale et la subordonnée. Par exemple, dans « je sortirai quand tu auras fini », quand indique bien qu'il y a une relation de temps entre « tu auras fini » et « je sortirai », et ça signifie que, donc, il faut que la principale aura lieu, enfin l'événement décrit dans la principale, « je sortirai », aura lieu temporellement après l'événement qui est décrit dans la subordonnée, « tu auras fini ». Donc ça peut être une indication de temps, de cause, de toutes sortes de concessions, de conditions, d'hypothèses, enfin bref. Et puis dans les relatives, là on a une distinction, si vous voulez, on pourrait mettre les circonstanciels et les complétives dans une catégorie et les relatives dans l'autre. Pourquoi ? Parce que les relatives sont introduites par un pronom relatif, comme vous le savez. Et pourquoi on parle de pronom relatif ? Bon, on pourrait très bien parler de conjonction relative au lieu de pronom relatif. Mais bon, encore une fois, la tradition grammaticale a retenu pronom, mais ça n'est pas plus un pronom qu'une conjonction. Le pronom relatif, il joue les 2 rôles en même temps. Il joue le rôle d'un que, il joue le rôle d'un outil de subordination, un outil qui permet d'introduire la phrase... qui permet d'enchasser la subordonnée dans la phrase matrice, dans la phrase principale, dans la phrase de base.
Mais il joue aussi un rôle de pronom. Hein. Donc dans la phrase l'homme que tu as vu est un ami, le mot que, bien sûr, donc vous avez la relative que tu as vu, hein, et le mot que est nécessaire pour permettre la subordination, pour permettre l'intégration de la subordonnée dans la principale, mais le mot que a aussi un rôle pronominal, puisqu'il a un antécédent, l'homme, et donc, comme il a un antécédent, il a une fonction aussi, que. Hein, que tu as vu, et COD de voir. Bon. Alors que tout à l'heure, le que de la conjonction, de la subordonnée conjonctive, ou le quand, par exemple, de la subordonnée circonstancielle, évidemment qu'ils n'ont pas de fonction. Hein, ils n'ont pas de fonction, ces mots. Ils sont des outils de subordination. Donc, ils sont en quelque sorte entre la principale et la subordonnée, où ils sont dans la subordonnée, si on veut, mais ils sont extérieurs à la structure de la phrase. Ils ne font pas partie, les subordonnants, les outils de subordination, ils ne font pas partie de la structure de la phrase au sens groupe sujet plus groupe verbal plus groupe circonstanciel. Le quand, il est en dehors. C'est l'outil qui permet l'insertion de la subordonnée dans la principale. En français, cet outil est vraiment indispensable, bien que on entende aujourd'hui dans le langage parlé, on entend parfois un effacement de l'outil de subordination. Euh, Par exemple, au lieu de dire je pense qu'il va venir, on entend parfois je pense il va venir en français. On commence à entendre un peu ça. Chose qui en anglais est tout à fait courante. Hein. L'ellipse de that en anglais, I think he will come, au lieu de I think that he will come, c'est bon, tout à fait courant depuis toujours. Bon, la nécessité de l'outil de subordination n'est pas aussi forte qu'en français. En français, aujourd'hui, ça choque quand même un peu, pour l'instant tout au moins, qu'on efface l'outil de subordination. Il est vraiment indispensable, cet outil de subordination. C'est ce qui permet donc l'insertion de la subordonnée dans la principale. Sauf cas particulier, justement, des subordonnées sans outil de subordination, mais qui sont si j'ose dire, faites pour ça. Bien, donc, dans le cas de la relative, l'outil de subordination, il est en même temps pronom. Donc, au titre de pronom, il fait partie de la structure de la phrase et donc il a une fonction. Donc quand on analyse une relative, il faut toujours bien faire attention à la distinction entre la fonction de la relative et la fonction du pronom relatif. Alors, si on regarde d'un peu plus près, donc on a les subordonnées introduites par un mot subordonnant, donc avec deux sortes de complétives. Donc là aussi, il y a un petit problème d'hésitation de la terminologie d'un manuel à l'autre. Hein. Donc, dans la terminologie grammaticale du ministère, là, on vous propose donc complétive pour regrouper la conjonctive et l'interrogative indirecte totale. Donc la proposition en si, je me demande s'il va faire beau. Donc la conjonctive, c'est une sous-catégorie de complétive. Hein. D'autres auteurs appellent complétive la subordonnée en que, mais enfin peu importe, disons qu'on peut très bien dire je crois qu'il va faire beau, c'est une complétive. Hein. Ça n'est pas faux dans cette classification, c'est pas aussi précis que de dire que c'est une subordonnée conjonctive. Ensuite, donc, dans le cas de la conjonction de conjonction de subordination qui introduit une circonstancielle, on va avoir des phrases, des exemples comme je sortirai quand tu auras fini, je sors parce que j'ai envie de prendre l'air. Et enfin, les relatives, on a vu l'homme que tu as vu est un ami, l'homme qui te parlait est un ami. Ensuite, pour les subordonnées sans mot subordonnant, on a d'abord la proposition subordonnée infinitive du type j'entends l'oiseau chanter. Alors attention, bon, ça pose toutes sortes de problèmes linguistiques un peu compliqués, la notion de subordonnée infinitive, mais je passe sur ces problèmes. Simplement, je vous fais remarquer que ici, j'entends l'oiseau chanter, le verbe chanter et le verbe entendre ont chacun un sujet, je mets des guillemets à sujet différents. Le sujet du verbe entendre, c'est je. Le sujet du verbe chanter, entre guillemets, c'est l'oiseau, hein, puisque c'est l'oiseau qui chante. Mais attention, je devrais dire plutôt l'agent,
l'agent du verbe chanter, et pas le sujet. Parce qu'en fait, si vous pronominalisez, vous obtenez je l'entends chanter, et on voit que l'oiseau est en fait de fonction COD. Hein. Il est de fonction COD, mais puisque sinon on dirait j'entends il chanter, hein, si l'oiseau était de fonction sujet. Il est de fonction COD parce qu'il est sous la dépendance de entendre. Donc c'est pour cette raison qu'un certain nombre de linguistes considèrent qu'on n'a pas vraiment une proposition ici, hein, l'oiseau chanter, parce qu'il n'y a pas de sujet. Donc s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de proposition. Bon, il n'y a pas de sujet, mais il y a un agent. Traditionnellement, on parle de subordonné infinitif dans ce cas-là. Pour distinguer quoi? Pour distinguer ces structures dans lesquelles le verbe infinitif a un agent propre, hein, différent de l'agent de la principale, je. Hein, là, si on utilise le terme d'agent au lieu de sujet, on est plus juste. Alors que si vous aviez quelque chose comme, par exemple, je sais chanter, hein, je sais chanter, eh bien, chanter et savoir ont tous les deux le même sujet, je. Donc on n'a pas de subordonné infinitif dans ce cas-là. Ensuite, on a le même genre de choses pour la participiale. Le chat partit, les souris dansent. Vous voyez que partir ici a un agent propre, le chat. Et là aussi, c'est pas un sujet, parce que si on pronominalise, on dirait lui partit, les souris dansent. Et puis enfin, la proposition subordonnée interrogative indirecte partielle. Alors partielle, bon, ah oui, je n'ai pas expliqué clairement la distinction entre interrogative indirecte totale et partielle. Bon, la subordonnée, l'interrogation totale, c'est une interrogation à laquelle on peut répondre par oui ou par non, qui porte sur l'ensemble de l'énoncé. Hein, je me demande s'il va faire beau. Est-ce qu'il va faire beau? C'est oui ou non. Alors qu'une partielle, elle porte sur, elle ne suscite pas une réponse par oui ou par non, elle porte sur un élément de l'énoncé. Donc qui chante ici? Si je pose la question qui chante, je pose la question sur le sujet du verbe chanter. Hein, et on ne peut pas répondre par oui ou par non. On va dire c'est Pierre, Paul, Jeanne, etc. Mais vous voyez, quand je pose la question, quand j'ai une interrogative directe, non plus indirecte, c'est-à-dire pas une subordonnée, une principale. Si je prends une proposition indépendante, une principale, je vais dire qui chante? Point d'interrogation. Donc on voit bien que le qui, c'est un pronom interrogatif. Qui chante, il n'y a pas de subordonnée, c'est une proposition indépendante, quand je la considère toute seule, cette proposition. Donc où on voit bien que le qui n'est pas un outil de subordination, c'est un simple pronom interrogatif. Bon bah donc dans je me demande qui chante, il n'y a pas d'outil de subordination. Hein. Le qui ici, c'est le même qui pronom interrogatif que dans qui chante, point d'interrogation. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de subordonné sans mot subordonnant. Le qui ici n'est pas un mot subordonnant, hein, ça n'est pas pareil que le relatif. C'est un simple pronom interrogatif. Alors, ensuite, on a quelques détails sur chacun de ces types de fonctions, donc avec les différentes fonctions possibles de la subordonnée conjonctive. Hein. Bon, je ne vais pas énumérer, si vous avez des questions, vous me les poserez. Pour l'interrogative indirecte totale, je rappelle ce que je viens de vous dire tout à l'heure, hein, qu'on peut répondre par oui ou par non, et que la plupart du temps, elle est de fonction COD. Les circonstanciels, on peut les distinguer sémantiquement en fonction du type de relation entre la principale et la subordonnée. Hein. Donc, on va distinguer des subordonnées de temps, introduites plutôt par quand, lorsque, après que, etc., qui vont se différencier les unes des autres en fonction de la... Comment dire est-ce qu'on a un rapport de simultanéité, d'antériorité, de postériorité entre la principale et la subordonnée? Bon, subordonnée de cause, parce que, puisque, dès lors que. Et puis ensuite, vous avez toutes les autres subordonnées de conséquences, si bien que, de but, pour que, afin que, de peur que, d'hypothèse, hein, avec la conjonction si. Alors attention, le si de si vous venez, nous irons à la plage, ce si-là n'est pas le même, évidemment, que le si dont je me demande s'il pleuvra demain. Puisque ici, on a vraiment une valeur d'hypothèse.
Euh, la subordonnée de concession, bien que, encore que, quoique, la comparaison, comme, la comparaison hypothétique, comme si. Et puis, une diapositive ici sur la notion de corrélation. Hein. Dans certains cas, on a un mot dans la principale qui annonce la subordonnée. Il attend plus que la rivière a débordé. Elle est aussi intelligente que sa mère l'était, etc. Pour les relatives, alors, il faut distinguer les deux principales formes de relatives, les subordonnées relatives adjectives et les subordonnées relatives substantives. Donc, dans les adjectifs, on distingue les adjectifs qui sont de fonction épithète des adjectifs de fonction apposée. Donc, si vous prenez une phrase comme « les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes », je suppose ici, si j'interprète la relative comme une relative de fonction épithète, qu'il y a parmi les élèves un sous-ensemble d'élèves qui ont bien révisé, ici, parmi l'ensemble général des élèves. Et il y a ici d'autres élèves qui n'avaient pas bien révisé, ou moyennement, etc. Bon. Donc, dans le cas de la relative épithète, je fabrique avec ma relative un sous-ensemble. Mais, si je considère, et je peux bien sûr avoir cette signification d'une manière plus évidente si je mets des virgules. Si je considère que tous les élèves ont bien révisé, je mets des virgules. Les élèves, virgule, qui avaient bien révisé, virgule, ont obtenu d'excellentes notes. Dans ce cas-là, j'ai une équivalence entre les élèves et les élèves qui avaient bien révisé, c'est-à-dire que ma relative, elle ne restreint pas du tout l'extension de l'antécédent. Les différentes fonctions du pronom relatif. Donc, vous voyez, on a vu qu'il y a deux grandes fonctions possibles des relatives. Adjectives, hein, les relatives adjectives, elles peuvent être de fonctions épithète ou apposée. C'est la relative. Mais le pronom relatif dans ces relatives, lui-même, il peut avoir différentes fonctions. Sujet, COD, COI, etc. Quant aux substantives, du type « qui veut voyager loin ménage sa monture ». Hein. Donc vous voyez, c'est un peu particulier les relatives substantives. En apparence, le pronom relatif n'a pas d'antécédent. Hein. À la différence de, par exemple, l'homme qui te parlait est un ami ou qui a pour antécédent l'homme, si je dis « qui veut voyager loin ménage sa monture », j'ai l'impression que le pronom relatif « qui » n'a pas d'antécédent. Bon. Mais s'il n'avait pas d'antécédent, il ne renverrait à rien. Donc l'idée, c'est pas tellement qu'il n'a pas d'antécédent, mais c'est que son antécédent est générique. C'est quiconque veut voyager loin, ou celui qui veut voyager loin, n'importe qui veut voyager loin. Hein, d'accord. Donc c'est un antécédent générique qui renvoie à n'importe quelle personne. Bon. Mais il n'y a pas de repris, si vous voulez. Hein. Ça a une valeur de généricité, hein, le qui. Le qui de la relative substantive ici. C'est pour ça qu'on peut analyser de la même façon qui veut voyager loin ménage sa monture et celui qui veut voyager loin ménage sa monture. Hein. À condition que oui, voilà, à condition que celui ne renvoie pas à quelque chose qu'il y a avant. Mais dans une phrase comme celle-ci, ça n'est pas possible. Bon. Donc, dans ces cas-là, qui sont les cas de relative substantive, la relative a bien des fonctions de substantif. Elle peut être sujet, comme ici, qui veut voyager loin, et sujet du verbe ménager. Et donc, toutes les fonctions possibles du substantif, la fonction sujet, COD, COI, attribut, toutes ces fonctions peuvent être remplies, occupées par une subordonnée relative substantive. Alors, je récapitule ici, et retenez bien ça pour l'examen. Quand vous avez une relative à analyser, il faut bien la délimiter. Ça, c'est valable pour toutes les subordonnées. Il faut bien indiquer où elle commence, où elle finit. L'identification de la fonction de la relative et l'identification du fonction du pronom relatif et de son antécédent. L'identification du pronom relatif et de son antécédent, donc quel est le pronom relatif, quel est l'antécédent, et ensuite l'identification de la fonction de ce pronom relatif. Hein. Donc il y a 4 choses à dire en gros sur les propositions relatives. Ensuite, donc, sur les infinitives
et autres subordonnées sans conjonction de subordination. Donc, je rappelle ici ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, que dans J'entends l'oiseau chanter, l'oiseau en fait a une fonction COD, et que c'est pour cette raison donc c'est un petit peu particulier ces subordonnées infinitives. On les trouve en général avec des verbes de perception, j'entends, je vois, etc. Et puis, bah, voilà, leur particularité, encore une fois, c'est qu'elles ont un agent spécifique. L'infinitif a un agent propre. C'est la même chose pour la participiale, qu'il s'agisse d'une participiale au participe présent ou au participe passé. Et puis l'interrogative indirecte partielle, donc c'est donc une interrogation indirecte qui porte sur un constituant de la phrase. Hein. Je me demande à qui ce livre appartient. L'interrogation porte sur le complément d'objet indirect de appartenir. Hein. Ce livre appartient à. La question porte sur la personne à qui ce livre appartient. Bon. Donc cette proposition interrogative indirecte partielle, c'est l'équivalent d'un groupe nominal, et donc elle peut avoir une fonction sujet COD. Et puis différents éléments peuvent introduire la subordonnée interrogative partielle. Ça peut être un pronom interrogatif, comme on l'a vu plus haut là. Ça peut être un groupe nominal introduit par quel. Je me demande quelle étudiante a fait cela. Ou un adverbe interrogatif. Je me demande où, quand, pourquoi cela s'est passé. Ah. Voilà. Donc, j'ai reparcouru l'essentiel donc de ce que je voulais vous dire en termes de contenu du cours. Alors, on va donc là s'arrêter pour voir si vous avez des questions. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc dites-moi sur l'ensemble du cours là. Attendez, je vois qu'il y a peut-être une question. Ah non, c'était une remarque. Pourquoi l'enregistrement est suspendu donc, je m'arrête là pour vous demander si vous avez des questions en termes de contenu. Et ensuite, donc, je passe à la correction de l'examen blanc que je vous avais proposé. Bon, je pense que ce... Oui, allez-y. Oui, concernant la proposition subordonnée circonstancielle Oui. d'hypothèse, Oui. vous avez dit que dans la phrase « si vous venez, nous irons à la plage la conjonction « si » n'a pas la même valeur que je me demande si il pleuvra demain. Oui, parce que je me demande si le si, là, ça introduit une subordonnée complétive. Hein. C'est l'équivalent si vous voulez, il n'y a pas d'hypothèse là. Hein. Vous voyez, entre le si d'hypothèse et le si de l'interrogation de l'interrogation alors attendez, je vais vous remettre l'exemple, pardon, ce sera plus simple avec un exemple sous les yeux. Il est où mon PowerPoint? Alors, écran partagé. Ah. Alors, attendez, il y a un problème, je ne vois pas comment... Non, vous... Ah, c'est bon là. Alors, donc, vous me posez la question de la différence entre ce type d'exemple, si vous venez, nous irons à la plage, où vous voyez ici que la relation entre nous irons à la plage et si vous venez, c'est une relation d'hypothèse. Hein. Nous irons à la plage dans quelles conditions, eh bien, la condition est exprimée par la subordonnée ici.
dans l'hypothèse où vous venez. D'accord ? Nous irons à la plage si vous venez. Maintenant, le si le si conjonction de subordination qui introduit la subordonnée interrogative indirecte totale, je me demande s'il va faire beau. Vous voyez que le si, ici, bon, qui est S apostrophe, mais c'est la même chose que si, il n'y a pas du tout cette relation d'hypothèse entre les deux. Vous voyez que le si est exactement l'équivalent du que quand on a un verbe d'affirmation. Je crois qu'il va faire beau, je me demande s'il va faire beau. Le que et le si jouent un rôle exactement équivalent. C'est un pur outil de subordination qui met il va faire beau sous la dépendance du verbe demander. Mais il n'y a pas du tout d'idée d'hypothèse qui soit reliée qui relie la principale et la subordonnée. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Très bien. Alors, on va passer maintenant au sujet au sujet que je vous avais proposé de traiter. Alors, je vais essayer de le retrouver. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, ça a l'air d'être ça. Peut-être le grossir un peu. Voilà. Donc, tout le monde le voit bien ? Ça va ? Peut-être enlever ça. Voilà. Donc, je vous mettrai en ligne, hein, les réponses sont écrites ici dans le document. Je vous mettrai le document en ligne, hein, si vous n'avez pas le temps de tout noter, bien sûr. Mais je vais quand même répondre aux attentes. Donc, vous voyez, l'examen se présentera sous cette forme-là. Une première grande question avec 10 éléments soulignés. Hein, donc, c'est une question sur 10 points. Et puis ensuite, une analyse des subordonnées sur 10 points également. D'accord ? Alors, vous allez me dire pourquoi tant d'importance accordée aux subordonnées. Ce n'est pas tellement pour les subordonnées elles-mêmes, mais c'est parce qu'en réalité, être capable d'identifier les subordonnées, ça présuppose en fait toutes sortes de compétences en amont. Donc, en vérifiant si vous réussissez bien à identifier les subordonnées, en fait, on vérifie que vous avez compris toutes sortes de choses qui permettent d'identifier les subordonnées. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une importance qui est accordée à cette question qui a l'air d'être juste un chapitre particulier du cours qu'on a vu juste à la fin, mais en réalité, comprendre le fonctionnement des subordonnées, ça suppose de comprendre le fonctionnement de tout le reste. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire à chaque fois, qu'est-ce que j'attends pour l'analyse de chaque mot. En fait, l'idée, c'est de dire le plus de choses possible que, sans dire n'importe quoi, hein, mais le plus de choses que vous pouvez dire dans l'analyse de l'expression soulignée ou de la séquence soulignée, à partir donc du cours, de la terminologie, etc. Bon. Alors, pour avait mené ici, il suffit de dire que c'était une forme, c'est un verbe, hein, d'indiquer sa conjugaison, il est conjugué ici, ou plus que parfait. Hein, on n'attend rien de plus. Donc, surtout pensez nature et analyse. Nature, fonction. Alors là, c'est un verbe, c'est pas tellement sa fonction, on va pas dire. Hein, vous savez bien, je vous l'ai expliqué, dans la tradition grammaticale française, les verbes n'ont pas de fonction à proprement parler. Donc, pour le verbe, on n'a pas grand-chose d'autre à dire que d'identifier sa forme verbale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors après, évidemment, on peut avoir tout un gros verbal qui est souligné. Dans ce cas-là, il y a plus de choses à dire. Mais ici, c'était que le verbe. Bon. Alors, ensuite, elle était heureuse. Heureuse, première chose, je donne sa nature, c'est un adjectif. Deuxième chose, je donne sa fonction, attribut du pronom elle. Ils dînèrent au sommet des buttes dans un restaurant dont les fenêtres s'ouvraient sur Paris. Alors là, c'est le problème typique de la distinction entre le complément circonstanciel et le complément d'objet indirect. Alors,
est-ce que je peux le supprimer? C'est difficile, hein. Dont les fenêtres s'ouvraient, ouais, pourquoi pas, mais on voit bien que ça veut dire autre chose. Donc ici, on a bien un complément d'objet indirect. Il serait difficile d'ailleurs de le déplacer. Donc je donne d'abord sa nature, je dis que c'est un groupe nominal prépositionnel. Je peux préciser que ici, ce groupe nominal prépositionnel, il est composé d'une préposition et d'un nom propre, et que sa fonction est d'être complément d'objet indirect, du verbe s'ouvrir. Ensuite, ce spectacle des toits de Paris. Alors, nature, groupe nominal, fonction, sujet de Hegeia, et ensuite je peux détailler l'analyse du groupe nominal. Je peux dire que ce groupe nominal est composé d'un nom noyau spectacle, d'un déterminant ce et d'un complément du nom des toits de Paris, les toits de Paris, qui lui-même contient un groupe nominal, les toits de Paris, qui a un complément du nom de Paris. Au dessert, c'est un complément circonstanciel, c'est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel. Alors attendez, je vais vérifier que les premières indications là que je vous donne sont bien équivalentes. Voilà, sujet du verbe égayer. On décrit le groupe nominal au dessert. Voilà. Donc vous retrouverez bien dans l'analyse que j'ai proposée les éléments que je viens de vous donner. Ensuite, on a d'où sortait la voix profonde des foules. Là, c'était une petite difficulté, un tout petit piège, puisqu'on a un sujet inversé, un sujet qui est après le verbe. C'est la voix profonde des foules qui sortait. Donc, la voix profonde des foules, groupe nominal, de fonction sujet, du verbe sortir, et le groupe nominal est composé lui-même d'un nom noyau voix, d'un déterminant là, et puis de deux extensions nominales, l'adjectif profonde et le complément du nom des foules, qui est un groupe nominal prépositionnel, qui ressemblait à deux larges feuilles. De, ici, ça n'est pas la préposition de, c'est la forme réduite de l'article indéfini des pluriels. Là, il n'y a que la nature à indiquer, mais pas la fonction, bien sûr. Tu vois, dit Saccard avec un rire d'enfant, il pleut des pièces de 20 francs dans Paris. Alors ici, l'intérêt, c'était d'indiquer qu'on a un verbe impersonnel, une structure impersonnelle avec un élément ici qui est la séquence de l'impersonnel, ou le complément du verbe impersonnel. C'est surtout donc ici, voilà, j'oubliais de vous dire, donc l'attente est de dire que c'est une phrase de type déclaratif et aussi de forme exclamative. Donc la structure impersonnelle dont j'ai parlé, c'est bien sûr quelque chose que vous pouvez mentionner, mais en fait, ça n'est pas une phrase de forme impersonnelle, puisque je vous rappelle que « il pleut », on n'a pas la possibilité d'utiliser une forme non impersonnelle. Et on parle de phrases de forme impersonnelle, par exemple dans il passe un train au lieu d'un train passe, parce qu'on a une alternance possible entre l'impersonnel et la forme non impersonnelle. Dans ce cas-là, donc la petite difficulté, c'était de ne pas tomber dans le piège de dire que c'était une phrase de forme impersonnelle. On a simplement une phrase de forme exclamative, mais de type déclaratif. Donc là, ça renvoie au type et forme de phrase. Bon, écoutez, on peut finir en utilisant ce document. C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas. Donc là, c'était simplement phrase de type interrogatif, mais qui a une structure de phrase déclarative. Et puis il y a d'autres détails qui pourraient être donnés, notamment le fait qu'on a une incise, n'est-ce pas, et puis le fait qu'on a c'est qui est donc une forme d'extraction. Mais ça, au fond, c'est du bonus. Et puis dans quelques chimistes, qui est un déterminant indéfini. Donc, sur cette première partie, donc, vous voyez, j'ai des attentes là, par exemple. C'est pour ça que j'ai indiqué la réponse attendue était seulement. Parce que c'est là-dessus que je mets les points de base. Le demi-point, le point de base qui éventuellement est subdivisé en demi-points quand il y a plusieurs informations à donner. Par exemple, ici,
si vous dites, dans la phrase 8, si vous dites seulement que c'est une phrase de type déclaratif, que vous ne parlez pas de la forme exclamative, vous avez seulement un demi-point. Hein. Mais si vous ajoutez des éléments supplémentaires, j'ajoute des points en plus. Donc, si vous voulez, ma façon pour évaluer, pour vous dire précisément comment je note cette partie de l'exercice, eh bien, je note en partant d'attente minimale, hein, qui compte un point pour chaque occurrence, et puis s'il y a des choses en plus, ben, ça vous donne des points bonus, si j'ose dire. Hein. Voilà pour cette première partie. Et puis ensuite, les subordonnés. Alors, Monsieur, oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, Oui. j'ai un doute parce que j'ai essayé d'analyser la phrase 9 Oui. et c'est la colonne Mandon, mais j'ai eu beaucoup de doutes parce que j'ai trouvé beaucoup de doutes parce que c'est la colonne Vendôme et je le vois comme un clivage, mais je sais Oui. pas si Si, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait juste. C'est un clivage. Hein. C'est la colonne Vendôme qui brille. Et cette analyse en termes de clivage vous aurait permis d'avoir des points bonus en plus sur cette phrase. Parce que là, j'attendais seulement, si vous voulez, qu'on applique. Si c'est assez simple. Si c'est une phrase entière qui est soulignée dans le texte, ben, ça veut dire que ce que vous avez analysé, c'est la phrase. Donc type et forme de la phrase. Si c'est un mot, ben, c'est le mot. Si c'est un groupe de mots, c'est le groupe de mots. Mais si c'est une phrase, c'est l'objet linguistique, si vous voulez, que vous avez à analyser, c'est la phrase. Or, qu'est-ce qu'on a comme outil d'analyse pour la phrase? Ben, les outils de base, les outils principaux, ce sont les types et les formes de phrases. Donc c'est ça qu'il faut analyser en premier. Et puis ensuite, on peut donner des détails supplémentaires. Et donc dire qu'on a une forme d'extraction ici, c'était tout à fait pertinent et c'est une information supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie? Très bien. Alors, ensuite, dans le texte, donc, je vous demande d'étudier les subordonnés. Vous pouvez, je ne vous demande pas de les classer forcément, hein. Je vous demande simplement de les relever dans leur ordre d'apparition. Dans d'autres types d'exercices, on demande des classements, mais là, je vous demande seulement de les classer dans l'ordre d'apparition. Alors là, pour vous dire tout de suite, mes critères de notation sont beaucoup moins occurrence par occurrence. Hein. Là, c'est une note un peu plus globale sur ces 10 points. Je note bien sûr, vous perdez des points si vous en oubliez. Et puis vous gagnez des points si vous donnez des descriptions plus précises, enfin des descriptions plus approfondies, hein, tout simplement. L'essentiel est de ne pas oublier d'occurrences, de bien les caractériser et surtout de bien délimiter les circonstanciels. Hein. Bon alors la première c'était une circonstancielle de temps, elle était heureuse lorsque après une longue promenade il l'attablait dans quelques cabarets de banlieue. La deuxième, un restaurant dont les fenêtres s'ouvraient sur Paris. Donc là, il y a plus de choses à dire parce que c'est une relative. Subordonnée circonstancielle de temps, il n'y a rien de plus à dire. Si, on pourrait dire si c'est de l'antériorité, de la postériorité, tout ça, mais on n'a pas travaillé là-dessus, donc je n'attends pas que vous m'en disiez plus. Pour la subordonnée relative, il y a plusieurs choses à dire. Il faut d'abord dire si elle est... Ah, je n'ai pas précisé là, j'aurais dû. C'est une proposition subordonnée relative adjective. Hein. J'aurais dû le préciser là. Proposition subordonnée relative adjective, bon, c'est présupposé par le fait qu'elle est de fonction épithète, hein, mais bon, c'est quand même mieux de le dire. Donc elle est de fonction épithète, donc ça c'est la première chose à dire, est-ce qu'elle est relative, elle est substantive ou adjective? Deuxièmement, quelle est sa fonction? Épithète de restaurant. Et puis ensuite, il faut analyser le pronom relatif, hein, pronom relatif dont, ici, qui a pour antécédent restaurant, et la fonction, c'est complément du nom fenêtre. Hein, les fenêtres du restaurant s'ouvraient sur Paris. Donc vous voyez pourquoi je ne peux pas mettre, comme dans la première question, un point, demi-point par un point par occurrence, parce que pour certaines occurrences, c'est très court ce qu'il y a à dire, et pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Troisième cas, cette mer vivante et pullulante, d'où sortait la voix profonde des foules? Encore une relative, cette fois-ci de fonction apposée. Le pronom relatif est de fonction COI de sortir. La voix profonde des foules sortait de cette mer vivante et pullulante. Là aussi, j'aurais dû préciser adjective.
Quatrième cas, piqué çà et là de verdure sombre qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Donc encore une relative adjective. Deux fonctions apposées, hein, vous avez la virgule ici, au groupe nominal de verdure sombre. Le pronom relatif qui est de fonction sujet de ressembler. Donc encore une fois, on dit le type de la relative, la fonction de la relative, le pronom, et puis la fonction du pronom. On peut préciser l'antécédent, mais là, c'est un peu... c'est dit dans le fait que c'est apposé au GN verdure sombre. Tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, là c'est une circonstancielle de temps, hein, vous voyez, introduite par tandis que. Alors j'ai précisé, l'ensemble est coordonné à la proposition qui précède, le soleil se couchait dans un nuage rouge. Alors attendez, on va revenir au texte. Tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère. Voilà. Donc, on a cette phrase. On était à l'automne. Vous voyez une première proposition indépendante, juxtaposée à la suivante. La ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdure sombre qui ressemblait, etc., sur un lac. Ça, c'est une deuxième proposition juxtaposée à la précédente, qui elle-même contient une subordonnée. Troisième proposition juxtaposée, le soleil se couchait dans un nuage rouge. Et quatrième proposition juxtaposée, tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville du côté de la Madeleine et des Tuileries. Donc vous voyez tout ça, depuis tandis que, c'est une quatrième proposition juxtaposée aux trois précédentes. Et dans cette proposition, il y a la subordonnée, tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, etc. Alors, attention, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de bien délimiter la subordonnée, hein, tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère. Ça s'arrête là. Puisque le reste, ici, une poussière d'or, une rosée d'or tombait, c'est le sujet de tomber. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset. Tout ça, c'est une proposition relative, d'accord, de fonction épithète de moment. Le pronom relatif ou, ici, il est de fonction complément circonstancielle, hein, puisque ça veut dire le rayon qui glissait, etc., ça s'est passé à un certain moment, hein, à un moment. Et puis, à l'intérieur de cette relative, il y a une autre relative, donc il faut l'analyser aussi, c'est l'occurrence numéro 7, qui glissait entre deux nuages. D'accord ? Donc il y a une relative dans une relative. Donc ça, c'est une relative qui est une relative adjective, à nouveau, hein. À chaque fois j'ai oublié de le préciser, mais c'est parce que je crois que dans le texte il n'y avait que des relatives adjectives, donc je ne l'ai pas précisé, mais j'aurais dû, hein. Je vous demande plutôt de le faire. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre des nuages, donc ici on a la relative qui glissait entre deux nuages, qui est relative adjective, épithète de rayon, le pronom relatif qui a pour antécédent le rayon, et il est fonction sujet du verbe glisser. Monsieur ? Oui. Excusez-moi, mais dans ces cas-là, on n'aurait pas pu parler en fait de degré, de subordonnée, puisqu'il y a une subordonnée dans la subordonnée. Mais on n'a jamais parlé de degré de subordonnée. En fait, c'est normal qu'il y ait ces relations d'imbrication. Hein, on analyse les subordonnées quand on les analyse. Oula, il y a du bruit. Quand on analyse les subordonnées, on les analyse les unes après les autres. Mais certaines se succèdent dans le texte, sont l'une après l'autre, et d'autres sont incluses, certaines sont incluses dans d'autres.
Mais il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de raison de parler d'un cas spécial. C'est simplement une subordination, une subordonnée qui est à l'intérieur d'une autre. Hein. Et je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, je ne me souviens plus le terme que vous avez utilisé, mais c'est un terme qu'on n'a pas du tout, enfin, qui ne fait pas du tout partie de l'analyse grammaticale habituelle, à moins que vous ayez, vous, l'habitude de cela. Hein, vous avez parlé de quoi Oui, non, justement, c'est parce que, en fait, moi, l'habitude, j'ai de le faire comme ça, de parler aussi de degrés, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Ah, oui, non. En fait, parler de degrés quand on se retrouve à avoir une subordonnée dans la subordonnée. Ouais, bah non, la notion de degré dans linguistique française, on l'utilise pas du tout pour ça. On l'utilise, par exemple, pour parler des degrés de l'adjectif, pour parler, oui, principalement de ça, des degrés de l'adjectif, lorsqu'on a des grands, très grands, le plus grand, etc. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas de degré du tout. C'est absolument pas adapté pour décrire la relation d'inclusion d'une subordonnée dans une autre. On parle simplement de relation d'inclusion. Hein. Une subordonnée est incluse dans une autre. Tout simplement. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, et donc dans la même phrase, on a encore autre chose. On a une troisième subordonnée qui est toujours incluse dans la première... enfin non, qui est incluse cette fois-ci... Oui, qui est incluse dans la première relative, hein, où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant que les maisons semblèrent flamber. Donc on a si resplendissant que les maisons semblèrent flamber, etc. C'est une subordonnée circonstancielle de but qui est dans une relation de corrélation, hein, puisqu'il y a l'adverbe si ici qui annonce la subordonnée. Bon, donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Un beau quartier où il y a beaucoup à faire, encore une relative adjective, cette fois-ci de fonction apposée au groupe nominal un beau quartier, donc le pronom ou est complément circonstanciel. On dirait que le quartier bout dans la lambie de quelques chimistes. C'est une subordonnée conjonctive, bon, on peut dire aussi complétive, de fonction COD de dire. Oui, j'ai bien précisé aussi que dans l'extraction, hein, c'est pas de la subordination, hein, on sait bien c'est qui, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet que j'avais donné il y a quelques années, et bien sûr, quand il y a des choses comme ça, les étudiants un peu qui font la chose un petit peu trop rapidement voient un qui et donc analysent une relative, alors qu'on n'a pas du tout de subordination, mais on a juste un phénomène d'extraction. Voilà, donc je vais maintenant répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Je vous répète que ce que vous aurez, ce sera vraiment exactement la même chose, c'est-à-dire un texte, 10 passages soulignés, une première question sur 10 points d'analyse des éléments soulignés et une deuxième question sur 10 points d'analyse des subordonnées, hein, avec un texte à peu près de la même longueur. Voilà, donc il n'y aura absolument aucune surprise. Donc je vais vous le mettre la semaine prochaine sur, à la fois je vous l'enverrai par mail, je vais l'envoyer par 3 moyens, hein, pour être sûr de ne rater personne. Donc je vais l'envoyer par mail, je vais l'envoyer par Moodle et je vais le mettre sur le site du cours. Je ferai tout ça à 9h, donc mardi prochain. Et à 11h, il faudra m'envoyer par mail vos sujets, enfin vos réponses, dans un document Word ou PDF. Hein. Si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas, vous convertissez votre document Word en PDF, mais vous pouvez me l'envoyer en Word si vous voulez. Donc faites bien attention de le rendre avant 11h, oui, vous aurez 2 heures. Bon, je vous rappellerai bien sûr les consignes à la fois dans le mail, sur Moodle et sur le site du cours. Et puis, bon voilà, j'ai déjà fait ça avec un groupe d'étudiants une année où il y avait non pas un confinement, mais il y avait des grèves et on avait été obligé de faire l'examen à distance. Ça avait très très bien fonctionné, vous n'êtes pas trop nombreux. Donc, il n'y a aucune saturation. De toute façon, on ne passe pas par Moodle, on passe par mon adresse mail.
personnel, donc ça marche très très bien. Bien sûr, je vous envoie, dès que vous m'envoyez votre sujet, dès que je l'ai reçu, je vous envoie un accusé de réception, comme ça vous avez une preuve que votre copie a bien été reçue. Et puis, éventuellement, ce que je ferais peut-être... si jamais vous aviez un problème, je surveillerai bien mes mails. Si vous ne recevez pas le sujet, s'il y a un problème quelconque, vous m'envoyez un mail. Hein. On pourrait à la rigueur imaginer... ouais, on pourrait, oui... On pourrait se connecter genre 10 minutes avant par Zoom. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Pour vérifier que tout le monde a bien récupéré le sujet. Je peux vous l'envoyer, je sais pas, on n'est pas à ça près, hein, je peux vous l'envoyer 10 minutes avant, mettons, à 9h moins 10. Je me connecte sur Zoom. On prend 10 minutes pour vérifier que tout le monde a bien reçu le sujet, si vous avez des questions, si vous n'en avez pas. Et puis ensuite, on peut se reconnecter à 11h pour vérifier que tout s'est bien passé. On peut imaginer ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne idée. Ouais, d'accord. Oui, oui. Très bien. Bon, bah, on fera comme ça. Je prévoirai un lien Zoom de début d'examen, de fin d'examen. Et puis, comme ça, on pourra s'assurer du bon fonctionnement. Ça fera une garantie supplémentaire. Hein. C'est vrai qu'on n'est jamais assez prudent parce que si à cause d'un problème, il faut tout recommencer, c'est toujours un peu embêtant. Et là, au moins, ce sera fait. Vous serez débarrassé pour ce cours, si j'ose dire. Et puis moi, je corrigerai vos copies assez rapidement, de toute façon. Mais après, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas vous donner vos notes. Vous savez, il faut attendre que le jury de l'examen ait lieu pour que vous puissiez consulter vos copies. Hein. Bien sûr, vous aurez le droit de consulter vos copies, comme on le fait toujours. Hein. Mais cette fois-ci, ce sera par mail. Hein. Si vous avez, par exemple, une note, si vous vous rendez compte au moment des jurys que vous avez une note pas du tout... prévu, enfin, c'est-à-dire en général c'est plutôt plus basse que prévu. Si vous avez une note plus haute que prévu, en général vous ne venez pas voir le prof pour demander qu'est-ce qui s'est passé, mais quand il y a une note plus basse que prévu, eh bien en général on peut vous expliquer pourquoi. Donc dans ce cas-là, je vous envoie votre copie et puis éventuellement on prend un rendez-vous par Zoom et puis je vous explique pourquoi ça n'a pas bien fonctionné, enfin quels ont été les problèmes, etc., etc. Voilà, alors, écoutez, ouais, finalement, ça a été assez vite tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, ça va? Bon, alors, écoutez, on va donc arrêter là. Si jamais, avant mardi, d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à me les poser. Je vais de toute façon vous envoyer au plus tard demain toutes les consignes, les liens, etc. Pour la réalisation de l'examen. S'il vous vient d'autres questions, vous pouvez m'envoyer bien sûr un mail. Hein. Si la question peut intéresser tout le monde, j'y répondrai en utilisant le mailing dont je dispose maintenant. Et puis voilà. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là, donc, et puis je vous souhaite bon courage pour vos révisions, et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, c'est à la semaine prochaine à 9h moins 10, hein, on se connecte, et puis à 9h, on commence l'examen. Voilà. Messieurs, il y a un message de Lorena pour vous sur le chat. D'accord, monsieur, j'aimerais parler avec vous quelques minutes sur un autre sujet du master, est-ce que ce serait possible? Oui, d'accord, bien sûr, pas de problème. D'accord, merci. Bien, alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine, et puis je reste en ligne pour répondre à la question de Lorena. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.